Est-ce que c'est Noël? Oui, c'est notre grand événement. Noël partout et tout en même temps. Oh, j'adore! Latte citrouille et croque-monsieur. Qui êtes-vous? Mauvais numéro. Nous avons une mission ultra confidentielle. Quoi? À qui ai-je l'honneur? Joey? Très beau prénom. Merci. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la première watchlist de l'année, notre émission qui vous parle séries télé, fantasy, fantastique et de science-fiction. Ici Guillaume et nous allons parler aujourd'hui de l'épisode spécial de Noël de la série Doctor Who, Joy to the World, ou je ne résiste pas à vous le dire, en français, alors je sais même pas comment le dire, Joyeux Noël, un truc un peu comme ça, diffusé le 25 décembre 2024 et disponible sur Disney+, chez nous. Et pour ce faire, je ne serai pas seul puisque je suis ravi de recevoir pour la première fois chez Spoilers Marie-Paul Noël. Salut Marie-Paul, comment vas-tu? Salut, ça va bien, merci. Merci de l'invitation, je suis ravie d'être là. C'est un plaisir. Marie-Paul, tu es éditrice et traductrice et nos auditeuristes ont probablement pu t'entendre au micro du Cadran Pop et du Coin Lecture, 2 émissions de notre label Bonus Tracks. Bienvenue à toi chez Spoilers donc. Et nous sommes également en compagnie de César Bastos. Salut César, comment tu vas? Salut, écoute, ça va très bien. Début d'année en fanfare parce qu'il ne peut en être autrement, mais je suis ravi d'être là parce qu'en tant que fidèle auditeur de spoiler, je suis ravi d'être là, surtout pour un sujet qui tient plutôt une jolie place dans mon petit cœur. Effectivement, on commence de plus en plus à dédier des épisodes sur le Docteur. C'était un peu un angle mort dans notre ligne édito, on va dire, parce qu'on n'est pas tous à regarder la série, mais là, avec le retour en plus et une diffusion un peu plus large sur Disney+, c'est vrai que ça C'est donne une jolie envie. manière de dire que tes autres comparses n'ont pas aussi bon goût que toi. Exactement. Et en plus de ça, effectivement, je souligne que tu avais de ton côté réalisé pour un de nos calendriers de l'Avent une capsule sur Trollhunter, voilà, une super série animée sur Netflix, parrainée, chapeautée par Guillermo del Toro, que j'invite tous nos auditeuristes à regarder si c'est pas déjà fait, parce que c'est très chouette, voilà. D'ailleurs, si je peux me permettre, je fais une micro-pub pour le Cadran Pop, puisque Trollhunter, Aaron Walker, qui a bossé sur la série Prodigy de Star Trek, a aussi bossé sur Trollhunters, et on vient juste de sortir une interview de lui sur le Cadran Pop. Exact. Donc si ça vous intéresse, c'est moi qui ai fait la traduction. Ça a été long et périlleux, mais voilà. Donc c'est super intéressant, même si vous connaissez pas Star Trek et Prodigy, je trouve que c'est super, c'est passionnant toujours d'écouter des personnes qui sont dans les coulisses de la création de séries télé. Et comme Prodigy, c'est la meilleure série Star Trek du moment, Exactement. il faut aller écouter ça. Ok, bah voilà, vous êtes au courant, effectivement. Les astres se sont alignés, si je peux me permettre. Je reviens rapidement à toi, César. Du coup, tu es co-dirigeant de l'agence Red 5, qui s'est récemment illustrée dans la création des First Print Awards. Voilà, vous avez dû voir ça passer sur vos réseaux pour le podcast du même nom. Et tu es le papa d'une famille de podcasts dédiés à la culture pop avec Hommage Collatéral, Pas trop vieux pour ces conneries et le Panthéon des légendes. Alors, votre point commun avec notre sujet, c'est évidemment votre intérêt pour cette série culte anglaise, puisque Marie-Paul, tu as animé 2 émissions au sein du podcast Le Coin Pop sur les épisodes spéciaux des 60 ans et la première saison de ce relaunch. En tout cas, c'est ce qu'on peut retrouver de toi récemment. Et César, de ton côté, tu as consacré un épisode de ton émission Le Panthéon des légendes à la figure du Docteur l'année dernière également. On reviendra dans un instant sur votre rapport à cette série. Merci à tous les deux d'avoir répondu à cette invitation. Voilà, ça me fait plaisir d'élargir petit à petit le cercle des gens avec qui on peut parler de Doctor Who chez Spoilers. C'est très cool. Bah écoute, merci à toi encore une fois. Ouais, merci vraiment. On va parler d'un épisode qui était relativement attendu, je dirais, puisqu'il a été présenté comme le dernier épisode écrit par Steven Moffat, scénariste puis showrunner de la série dans les années 2010. Un personnage dont on pourrait dire que les fans de la série adorent détester, mais aussi grâce à la présence au casting de Nicola Coughlan, actrice irlandaise qui est devenue iconique ces dernières années avec l'un des derniers grands succès de Netflix, la chronique des Bridgerton. Vous êtes obligatoirement passé devant ce phénomène de Netflix qui, par ailleurs, a beaucoup de qualité aussi, donc c'est assez mérité. Et si on n'était pas passé devant la promo de la BBC pour dire « regardez, elle sera là dans notre épisode de Noël », bah ça c'était difficile en tant que fan de Doctor Who de pas le voir. C'est ça, il y avait déjà en plus un énorme clin d'œil à Bridgerton dans cette nouvelle saison 1 avec cet épisode qui se passait à Formidable. l'époque victorienne. Donc, Le 6e, le meilleur.
dont la série carrément, Bridgerton, avait été citée dans l'épisode texto. Donc effectivement, le clin d'œil va au bout avec cet épisode de Noël. Et justement, avant toute chose, est-ce que pour introduire tout ça, Marie-Paul, tu peux nous pitcher les prémices de cet épisode, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, l'épisode commence super fort parce que on se retrouve plongé dans le Blitz à Londres avec un couple de personnes âgées qui regardent, enfin lui regarde de manière un peu détente les bombardements en cours de son balcon et sa femme lui dit non mais rentre quand même, il y a la guerre dehors et alors que lui rentre et ferme la porte, tout à coup une porte dérobée dans un coin s'ouvre et le docteur arrive et leur propose un spice latte pumpkin, donc qui est une boisson hyper populaire entre Thanksgiving et Noël aux États-Unis et enfin dans les pays anglophones et un sandwich et il dit ah non c'est pas ici et il repart et on le voit ressurgir dans deux autres endroits avec la même proposition à des gens qui sont évidemment complètement épatés de qui est ce gars qui se pointe là comme ça un peu de nulle part et en réalité il est lui en l'an 4202 à Londres lui aussi à l'Hôtel du Temps et il est en réalité en train d'essayer d'anticiper une péripétie assez folle qui va se dérouler pendant l'épisode liée à un personnage c'est difficile de pitcher l'épisode sans spoiler Sur un si j'essaye épisode, de oui, pas c'est spoiler difficile, Voilà. effectivement. Et en réalité, donc c'est là qu'il rencontre Joy, donc le fameux joyeux Noël, qui est donc interprété par Nicolas Coughlan, et qui va donc servir un peu de prétexte à cet épisode qui va avoir une fin qui, moi, m'a assez mise en colère, mais je pense qu'on en reparlera pendant la partie spoiler. Et voilà, et donc c'est... L'Hôtel du Temps va bien, enfin c'est vraiment ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire que les gens peuvent, à travers le biais de portes, aller passer des vacances, un séjour dans un lieu lié à une temporalité quelconque sur Terre, que ce soit au temps des dinosaures, au temps de la Révolution française, au temps des pyramides. Voilà. Donc ça présuppose, le début présuppose des péripéties assez folles, effectivement. Super, merci effectivement. Alors là, on va parler, d'habitude, on parle parfois d'une saison entière, donc effectivement, on rentre pas toujours dans tous les détails, même si on spoil certaines choses, évidemment, pour pouvoir un petit peu aborder tous les sujets. Là, on parle d'un épisode, donc attendez-vous, évidemment, vous qui nous écoutez, à ce que l'on spoil dans les grandes largeurs cet épisode. On va pas forcément tout aborder dans le détail, mais en tout cas, si vous n'avez pas vu l'épisode, peut-être arrêtez-vous maintenant, allez le regarder et revenez du coup écouter tout ce qu'on va dire dessus parce que globalement vous aurez plus trop de surprises à la fin de ce podcast. Avant de parler en détail donc de cet épisode, je commence un petit peu à plutôt me tourner vers vous et à vous poser une première question avant de commencer, puisqu'on a dit que évidemment vous aviez consacré déjà des podcasts au sujet du Docteur et de la série. C'est quoi votre rapport à Doctor Who? Marie-Paul, j'ai envie de commencer par toi. Bon, c'est un rapport de fan, évidemment, bien sûr. Alors moi, j'ai découvert la série avec le reboot. Donc le premier reboot, puisque maintenant nous sommes à un deuxième reboot, avec Christopher Eccleston. J'ai vu quelques-uns des très vieux épisodes qu'on peut retrouver sur le net à disposition sur YouTube, mais enfin, vraiment très peu, quoi. J'ai vu évidemment celui lié aux épisodes spéciaux des 60 ans qui ont été diffusés l'année dernière avant la nouvelle saison. Et j'adore le côté plein de gens disent oh mon dieu Doctor Who c'est trop kitsch, je peux pas, j'y arrive pas. Et je trouve ça génial. Je trouve qu'ils arrivent à faire des aventures formidables, du kitsch, c'est drôle, enfin voilà, c'est aussi la signature de la série et je trouve ça super. J'ai évidemment adoré le docteur David Tennant. J'ai bien aimé Matt Smith, mais j'avais du mal avec les partenaires par moment. Il y a des épisodes qui sont formidables dans ce docteur-là que je revois régulièrement et pourtant ils sont scénarisés par Moffat et je n'aime pas l'écriture de Moffat. Donc
c'est assez contradictoire, je sais, mais c'est comme ça. J'ai lâché en cours de route de regarder. En fait, j'ai pas vu tous les Peter Capaldi parce que j'arrivais Ok. pas. Je sais pas, j'arrivais pas. À chaque Ouais, fois, ouais. je me déconcentrais, déconnectée. J'ai regardé la dernière saison Avec Jodie Whittaker, du coup? avec Jodie Whittaker, effectivement, que Ok. j'ai trouvé, elle est géniale, mais l'écriture des saisons sont... Enfin, j'ai quand même regardé le flux parce que c'était important dans le lore du Ouais. Docteur, et c'était bien aussi pour refaire le lien et reprendre avec les épisodes de 60 ans et avec la nouvelle... Donc, ce nouveau reboot avec Ncuti Gatwa, qui reprend et qui, moi je trouve que c'est malin parce que d'avoir pris cet acteur, c'est un excellent acteur, il est très populaire avec sa série, enfin dans son rôle dans Sex Education, et je pense que ça a permis aussi un renouveau et un recrutement de fans qui, je l'espère, continueront à regarder la série et s'intéresseront à ce qui s'est fait auparavant. Parce que je sais pas si c'est disponible, en tout cas en France, toutes les séries, enfin toutes les saisons. De mémoire, je crois que, en tout cas, ça fluctue, mais à une époque même assez récente, c'était disponible sur Prime Video. Et je crois peut-être même pas toutes les dernières plus récentes avec Jodie Whittaker. Je sais que ça allait peut-être aller jusqu'à Capaldi, qu'on a encore effectivement, c'est à différents endroits et peut-être pas tout à fait à jour par rapport à l'ère précédente, quoi, ouais. Donc voilà, donc enfin, ouais, Doctor Who, j'aime beaucoup, de la science-fiction et en même temps très ancré dans la société britannique par moments aussi. Plein de choses qui se passent avec plein de personnages différents. Il y a évidemment, on n'a pas le temps on n'est pas là pour parler de de tout ce qui se passe dans toutes ces saisons, mais vraiment c'est une série chère à mon cœur et j'espère vraiment qu'ils vont réussir à continuer sur leur bonne lancée de cette nouvelle saison. J'ai hâte d'avoir la saison 2 qui devrait pas tarder à arriver dans les mois à venir. Effectivement, elle est attendue pour mars 2025, du coup. C'était un peu la petite révélation suite à cet épisode de Noël. Et quel mois de mars on va avoir, décidément. Ouais. De ton côté, César? De mon côté, c'est une double histoire. La première a commencé avec Eccleston, quand il y a eu le reboot en 2003, si je me rappelle bien. Et c'était un premier vivier de séries. Il y avait, je me souviens que les gens commençaient à apprécier le médium en disant, bon, d'accord, il peut y avoir de la qualité. HBO était passé par là. Et donc, il y avait, j'étais pigiste pour un vieux site qui s'appelait fantasy.fr à l'époque. Et je m'étais mis dans l'esprit de regarder tous les pilotes de la nouvelle saison. Et j'avais regardé le pilote de Doctor Who, j'avais trouvé ça parce que je regardais ça d'un œil, mais j'avais regardé toute la saison d'un œil et j'avais pas poursuivi parce que j'avais fait l'erreur de regarder ça d'un œil. Il aura fallu attendre quelques années pour redécouvrir la série par l'intermédiaire de celle qui est aujourd'hui mon épouse, qui à l'époque étudiait en Angleterre et qui était dans une coloc où il y avait principalement des Anglais et qui avait le cérémonial du samedi soir devant Doctor Ah, Who. trop bien. Et elle connaissait, de surface, elle s'est plongée dedans, elle a adoré, elle m'a dit: «Mais tu connais ça?» Je fais: «Oui, oui, bon, bah, c'est un peu kitschouille, le discours que tu évoquais il y a un instant, Marie-Paul». Et me suis dit: «Bon, allez, moi, je suis tout seul dans ma petite banlieue, donc je vais regarder quand même». Et donc je re-regarde Eccleston et je me dis: «Ah, en fait, c'était bien». Je redécouvre un peu le personnage par l'incarnation d'Eccleston qui était déjà séduisant par l'époque, mais je me dis que j'aurais dû y apporter un peu plus d'attention. Et j'enchaîne avec David Tennant et c'est là le coup de foudre comme beaucoup de monde, donc je vais pas passer trop de temps pour décrire tout l'amour que j'avais pour ce personnage et pour l'acteur qui prêtait ses traits. Et par extension à Russell T Davies, qui était le nouveau showrunner à l'époque et qui est de nouveau le showrunner de ce reboot. Et donc ça a été vraiment une grande histoire d'amour qui a duré quelques mois puisque j'étais arrivé à la saison 4, donc j'ai pu enquiller quasiment tout d'un coup. Et je me souviens d'un moment de tristesse absolue quand je regarde The End of Time, donc la fin de l'époque Tennant, tout Ouais. seul, sans mon épouse. Et donc Qui n'a pas pleuré sur cet épisode? exactement. Et mais j'ai embrayé avec l'arme au fat en appréciant beaucoup le personnage incarné par Matt Smith.
en appréciant un certain nombre d'épisodes dans les premiers temps, un peu moins dans la suite, et ça s'est confirmé avec Ler Capaldi, que je trouvais génial aussi dans son incarnation. Et en fait, j'ai compris qu'avec le temps, c'était plus les acteurs et ce qui se faisait du personnage que j'appréciais, un peu moins l'écriture. Et c'est pas seulement le cas de Moffat, hein. J'en aurais autant à dire sur Kibnall quand Jodie Oui. Whittaker est arrivée. Je trouvais que chacune avait chaque auteur avait des forces, mais avait tout autant de faiblesses, si on peut le dire comme ça. Même si, avec le temps et les rewatch récents, alors de manière très ponctuelle, que j'ai pu faire, soit pour l'émission de l'année dernière, soit là, à l'occasion de la nouvelle saison, il y a des épisodes que j'aimais beaucoup qui prennent un peu de plomb dans l'aile, qui Mm. ont mal vieilli, et pas que sur les thématiques ou sur les décors, Ouais. hein, sur l'écriture pure et simple. Et à l'inverse, il y a des épisodes de l'ère Moffat qui me disent: «Bon, ça, c'était quand même pas mal». Donc Moffat, je vais pas dire que j'aime pas, je vais dire plutôt que j'ai un rapport d'amour-haine constant en fonction, de ce qu'il nous livre, de mon humeur, des circonstances, et de ce qui se passe dans le monde. Et que, j'étais malgré tout quand même contente qu'il y ait un épisode dans la nouvelle saison, et qui malheureusement s'est révélé être le pire de la saison de la nouvelle saison 1. Et je me disais: «Bon, bah, un épisode de Noël avec lui, on va voir de quoi il est capable», et ça allait. C'était un épisode de Noël dans la moyenne des épisodes de Noël qu'il avait écrits, c'est-à-dire que bon, c'était moyen. Et on verra à la fin de cet enregistrement si c'est moyen plus ou moyen moins, je suis pas encore décidé. Ok. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer moi un peu sur ma découverte de la série. Moi, ça a été un peu comme vous de toute façon sur le retour de la série avec Eccleston. Quelques épisodes par-ci, par-là sur France 4 à l'époque, probablement dans le désordre, qui, au détour d'une pause déjeuner, m'intriguent et me font me dire tiens, c'est intéressant. Et puis, plus ça va, plus l'envie est là de découvrir ça dans l'ordre, de comprendre un peu plus l'histoire, de comprendre un peu plus pourquoi ces ennemis ont l'air à la fois si loufoques, grotesques et en même temps si dangereux, et l'univers qui m'attrape. Et ça devient, je pense aujourd'hui, une de mes séries doudou que Mm. j'ai beaucoup de plaisir à retrouver. Et je pense que le jour où je serai fondamentalement et profondément déçu par la série, ça me fera mal parce que c'est vraiment une série que j'attends et que je prends plaisir à regarder à chaque nouvelle saison parce que, en fait, Doctor Who, quand on est fan d'imaginaire, c'est tellement généreux, c'est tellement tout. Que en fait c'est difficile de ne pas y trouver au moins un tout petit truc intéressant, quoi, au moins visuellement, ou au moins dans la thématique, ou au moins dans un acteur, ou au moins dans C'est une vrai. période historique abordée, etc. Et je pense que c'est ce qui nous a tous fait tomber dedans, c'est Mm. que on pouvait regarder ça avec, des grosses œillères ou des lunettes déformées qui nous faisaient dire: «Bon, c'est kitsch, c'est comme ça, il y a pas beaucoup d'épisodes». On pouvait se faire cette réflexion débile à l'époque, où on n'avait que 13 épisodes par rapport à la vingtaine des productions américaines. Là, maintenant, on est content quand il y en a moins. Mais en fait, oui, c'est tellement un vivier d'imaginaire, de réflexion, qu'on y trouve forcément son compte. C'est ça. C'est une série qui continue à surprendre un minimum, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, non, il y a énormément de bonnes choses à piocher dans tous les sens. Et oui, évidemment, j'adore cracher sur Moffat, mais Chibnall, je sais pas comment on dit, il était absolument insupportable dans son écriture par moment aussi. Donc oui, tu as raison, César, il y a quand même du bon à piocher dans tous les sens. Et c'est effectivement l'incarnation des actrices dans les Docteurs qui font qu'on s'accroche et qu'on adore, quoi. Et c'est aussi ça qui fait ce qui permet un renouveau permanent et une envie de continuer malgré tout, voilà, d'être devenu aussi pour moi une série de dos, parce qu'effectivement, ça m'est arrivé de revoir un certain nombre d'épisodes, ce que je ne fais jamais quasiment avec d'autres séries, quoi. Justement, du coup, on parle de retour, on parle d'incarnation, etc. Et tu l'as un tout petit peu abordé, Marie-Paul. Je te repose la question de manière plus précise. Mais du coup, cette nouvelle saison 1 qui a été diffusée en 2024 et qu'on peut retrouver sur Disney+, avec ce nouveau docteur incarné par Ncuti Gatwa, t'en as pensé quoi dans sa globalité? Est-ce que c'est une proposition qui t'a convaincu ou tu as trouvé un petit peu la série changer? C'est quoi ton avis rapide?
Ça a été une vraie surprise et très enthousiasmante, c'est-à-dire que Judy Gatwa incarne le docteur à sa manière, est flamboyant et on ressort un peu de ce David Tennant qui était complètement épuisé en burn-out et déprimé, Oui. qui est ce qu'il dit à la fin des épisodes de 60 ans. Et je trouve que ça s'est remodernisé tout en gardant un peu l'aspect kitsch malgré tout, même s'il y a un budget phénoménal maintenant qui je trouve alloué aux effets spéciaux, etc., ce qu'on n'a pas forcément vu dans tous les épisodes. Moi, j'étais contente du retour de Russell T. Davies, hein, quand même. Il a certains Mhm. travers d'écriture, mais ça reste quand même pour moi le showrunner que je préfère, en tout cas sur la série. Évidemment, ne connaissant pas les vieux, c'est difficile de pouvoir avoir un avis là-dessus, mais voilà. Et je trouve que le duo fonctionnait bien avec Rose. Il y a évidemment cet épisode catastrophique de Moffat qui ne sait vraiment pas écrire les personnages féminins. Je suis désolée, mais c'est une catastrophe cet auteur sur ce sujet-là. Même si le Joyeux Noël est moins pire, je m'attendais au pire et ça allait. Elle faisait moins rôle de potiche pour une fois. Et je trouve que ils ont réussi à écrire des épisodes qui permettent, comme je disais, de recruter des nouvelles téléspectatrices, d'aborder des sujets hyper, enfin voilà, intéressants, la représentation, la diversité, qui est qui est vraiment importante et qui est et d'avoir le panthéon en grand méchant. Je trouvais que c'était pas mal d'avoir ce fil rouge aussi qui permettait d'avoir des épisodes de one shot, pardon, et en même temps d'avoir ce lien et cette menace qui permettait d'entretenir le suspense et donc de fait de pousser les gens à regarder jusqu'au bout s'ils étaient pas fans de Doctor Who. Donc non, vraiment une bonne surprise et j'espère vraiment que la saison 2 aura la même qualité. En tout cas, moi je me suis bien éclatée et j'étais contente vraiment de ce reboot 2024. Ok. Une saison 2 qui, je crois, a été écrite de manière assez consécutive à la saison 1. Donc, il y a relativement de chances, je pense, qu'on retrouve une vibe similaire, là où peut-être si saison 3 il y a, et je crois qu'il y a, parce qu'à mon avis, les tournages sont déjà en cours, il y a peut-être des choses qui auront évolué suite au retour du public ou d'autres sphères en lien avec la série. On verra ça effectivement. Toi, du coup, César, de ton côté, un petit avis sur la saison 1 rapidement? Moi, j'avais été enthousiaste des différentes annonces qui annonçaient, bon, d'abord le retour de Russell T Davies, en parallèle d'une relative indépendance de la BBC. Ça, c'était plutôt bienvenu comme annonce, surtout donc avec la fin d'Air Whittaker qui avait manqué pas de qualité, mais qui manquait de qualité quand même. Et quand Ncuti Gatwa a été annoncé, moi je sortais de saison 2 ou 3 de Sex Education et je trouvais que c'était le personnage le plus solaire du show et donc j'étais très curieux de voir ce qu'il pouvait donner et de manière sous-jacente, il y avait le fait qu'un acteur noir, qui plus est homo, incarne un docteur, je trouvais ça fort et j'étais curieux de voir ce qu'il pourrait donner parce qu'il a un personnage très burlesque dans Sex Education et je voulais pas forcément de ça dans Doctor Who, mais je voulais une nouvelle incarnation et je pensais que c'était la personne adéquate pour. Et c'est ce qui a été confirmé. Il est aventureux, il est flamboyant, mais ce que j'ai préféré dans son incarnation du Docteur, c'est ces moments posés, c'est ces moments où il arrive à être profondément humain et qu'on aperçoit dès le fameux dernier special avec Tennant ou via la By Generation, où il le prend dans son bras, il lui fait un petit bisou sur le front et il y avait une économie de mots et de moyens dans cette scène qui m'avait fait dire: «Ils ont peut-être trouvé un truc pour, montrer que le docteur, c'est aussi quelqu'un, qui peut se soucier de la moindre personne autour de lui» et qu'il a bon, il y avait la métaphore prendre soin de soi qui était parfaite pour illustrer là, mais avec cette scène-là, moi je me disais: «Oh là, on tient quelque chose». Ça a été confirmé dans l'épisode de Noël, donc
The Church on Ruby Road, où là, on a pu voir justement son côté athlétique en plus de ça, parce qu'on voit que l'acteur est très en forme. Alors, on lui demande pas de faire des cascades à la Bruce Willis, hein, mais en tous les cas, il donne de sa Eh, personne. pas Un peu loin, quand pas même, hein. loin, hein. Mais voilà, j'ai bien aimé cet aspect-là et j'étais curieux. Quant à la saison 1, enfin, c'était une bonne ouverture sur la saison 1 et j'étais globalement satisfait, même si je parle pas que de l'épisode Moffat, mais je trouvais qu'il y avait justement des moments d'émotion qui auraient pu être un peu plus ciselés. Mm. Après, là, je chipote et c'était qu'une saison 1. À périmètre constant, je la trouve peut-être un peu plus efficace que la saison 1 d'Eccleston à l'époque. Mm. Sans doute parce que les circonstances sont pas les mêmes. Il y a 8 épisodes en face de 13 et on doit être un peu plus catchy pour s'acoquiner notamment un nouveau public tout en fidélisant les anciens et en évacuant par la porte de secours tous les fachos qui voudront pas, qui auront plein de raisons de ne pas aimer cette nouvelle saison. Donc globalement, je suis assez satisfait. J'attends de voir la suite. Et il y a un truc qui me plaît, c'est que, et je termine là-dessus, rassure-toi, c'est qu'il y a quand même un ça a jamais été ça a jamais été absent de Doctor Who, mais le foreshadowing à la, Russell T Davies est de nouveau présent. Mm. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire dans cette saison 1, mais il a l'air de se poursuivre, dans la saison 2 vu qu'on la voit pas dans ce specials, mais la dernière scène de la saison 1, se focusait sur un personnage, étrange, dont on apprendra, j'espère, davantage. Donc voilà, je suis assez, partant pour, reprendre, dès le mois de mars prochain. Ok, très bien. On avait consacré un podcast sur bilan, débrief sur cette saison 1 de notre côté, une watchlist en compagnie de Pauline de la chaîne YouTube Pepperpot Team, donc je vous invite à aller l'écouter. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez par rapport à justement les qualités que Ncuti Gatwa apporte au docteur et aller évidemment dans votre sens. Enfin, moi, je trouve ça toujours assez incroyable qu'ils arrivent à caster, et aussi je pense aussi l'actrice a ce travail aussi d'incarnation qui est certainement important parce que le Mm. docteur c'est une institution, donc voilà, il doit y avoir un peu de pression je pense, mais c'est vrai que voilà, il apporte vachement de choses et qui sont hyper intéressantes, en effet un aspect très bondissant et une lumière, il a un visage, il a un sourire, il est très aussi connecté à ses émotions. Mm. Je trouve ça génial qu'il apporte tout ça, et en même temps, en le disant, en fait, je me dis, c'est quand même vachement dommage pour Jodie Whittaker parce que on va considérer quelque part que Ncuti Gatwa apporte ça, ce qui est vrai, alors qu'il va porter des thèmes qui étaient déjà vachement portés par Jodie Whittaker, qui a construit toute son ère de docteur autour de la constitution de cette famille justement, Mm. qu'elle s'est construite autour d'elle, la relation du coup lesbienne qu'elle avait sur la fin de son histoire, qui déjà est quelque chose qui raccroche du coup la série à une certaine forme de modernité dans les rapports en l'occurrence amicaux, amoureux, et que Ncuti Gatwa va poursuivre et a déjà poursuivi dans la saison 1. Donc c'est vrai que moi je continue de défendre entre guillemets et de porter aussi vachement dans mon cœur Jodie Whittaker et son incarnation du docteur, parce que après un Capaldi qui était hyper sombre et que j'ai adoré aussi, mais elle apportait vraiment un aspect vachement plus aventureux, vachement plus Mm. lumineux, vachement plus bricoleur, débrouillard, et en même temps tout en étant le docteur tel qu'on le connaissait. Donc j'espère qu'elle sera peut-être pas réhabilitée, on n'en est peut-être pas à ce point-là, mais qu'en tout cas elle prendra pleinement sa place. Et c'est vrai que Russell T Davies, il a eu un travail difficile très certainement en reprenant la série, et le choix qui a été fait de faire porter les 60 ans sur les épaules de Tennant, le choix de la régénération très particulière entre Jodie Whittaker et David Tennant, Mm. avec tout un tas de choses un peu particulières qui ont été portées sur cette régénération, qui sont des choses bêtes, mais sur le fait qu'ils se régénèrent avec leurs vêtements, ce qui n'est arrivé jamais, mais pour ne pas froisser des personnes qui auraient pu trouver bizarre que David Tennant porte des habits de femme, alors que ça n'a jamais été un problème dans l'autre sens. Enfin, Et alors bref, que David Tennant, on peut affirmer que c'est un allié oui, de c'est toutes ça, parts. Et complet. donc, je suis persuadé qu'ils auraient pu faire ça autrement. Ah, point de détail, mais bon. Je suis d'accord que Jodie Whittaker est une formidable docteur,
mais que c'est en fait l'écriture des épisodes qui font qu'on a été nombreuses à lâcher. Bien Alors sûr. que elle est formidable, moi j'adore cette actrice et je trouve que son incarnation du docteur est vraiment chouette, quoi. Et comme tu disais, déjà pleine de diversité. Elle est une femme, enfin le docteur qui est une femme aussi, c'était assez... enfin, c'était surprenant, quoi. Donc ça a fait hurler beaucoup de monde, quoi. Elle est absolument pas en cause dans le Non. fait que les les 3 saisons de Kim Noll sont bah, relativement peu appréciées. Mais tu vois, typiquement, elle revient dans un special ou dans un double épisode, je serais Ah, ravi. Hein. grave. Ouais, ce serait cool, ouais, effectivement. Eh ben, on parle beaucoup d'écriture, justement, donc on va finir ce petit tour de table sur un peu votre relation avec Doctor Who, parce qu'on l'a dit, cet épisode, il est écrit donc par Steven Moffat, qui est un vétéran sur la série, qui a showrunné lui-même plusieurs saisons de cette nouvelle ère, enfin, du coup, c'est plus la nouvelle maintenant. C'est compliqué de parler de cette nouvelle saison 1, mais vous m'avez compris, dans les années, du coup, 2010, et j'ai cru comprendre, en effet, que vous aviez un relationnel un petit peu particulier, en tout cas que vous appréciez pas toujours ces petites tics d'écriture. Marie-Paul, c'est quoi un peu, toi, ton retour sur cet auteur, ce scénariste? C'est une question compliquée. Si vous pouviez voir le visage de Marie-Paul, Le dans son silence. visage, il y a marqué c'est comment formuler les choses sans offusquer personne. Ouais, alors, je dirais que c'est une question qui me met un peu en porte-à-faux parce que j'ai oublié un certain nombre de ces tics d'écriture, en tout cas dans les vieilles saisons, j'avoue. C'est quelque chose qui je préfère oublier. Néanmoins, un truc qui m'avait marqué, c'est qu'il sait vraiment pas écrire les personnages féminins. On l'a vraiment vu dans l'épisode de cette nouvelle saison sur Ruby, qui passe son épisode sur la planète dont Oui. j'ai oublié le nom. Alors, l'épisode s'appelle Boom. Ouais, Je voilà. saurais pas redire le nom de la planète, mais Et j'ai trouvé ça, enfin, voilà, j'ai trouvé ça pénible. Et pourtant, j'adore l'épisode de Tennant avec dans la bibliothèque. C'est lui qui l'a écrit avec. Alex Kingston pour l'actrice et River Song, du Ah, coup. River Song, merci. merci. Fouf. Oui, j'adore l'épisode de la bibliothèque, enfin les Ouais. doubles épisodes de la bibliothèque avec River Song, qui elle est pourtant un perso hyper important, féminin. La première rencontre avec ce personnage, si je me trompe pas, Ouais, pour C'est ça. le docteur. Pour le et, docteur. voilà. Je vais m'arrêter là parce que je vais laisser César répondre à la question. Je pense qu'il saura peut-être mieux expliquer que moi. Bah, moi, je le mets pas dans la case des je te hais. Si je pouvais faire du punching ball sur ta photo, je le ferais. Oh, mais je j'en s'en suis suis pas là, là. n'exagère pas quand même, j'ai pas dit ça. Je dis pas que c'est le cas, J'ai mais il y a juste beaucoup crié de- quand j'ai vu que l'épisode de Noël était scénarisé par lui parce que je m'étais gardé tout, enfin j'avais regardé aucune info. Donc quand j'ai vu son nom au scénario, j'ai fait non. D'autant qu'il y a des moments que j'ai pu apprécier dans sa carrière, aussi bien de Doctor Who, t'en as cité quelques-uns, mais il y a eu du bon dans Sherlock. Alors, j'ai pas vu Dracula, voilà. Le début de Sherlock mais est excellent. en fait, moi, quand je repense à Doctor Who, l'œuvre écrite, j'ai un petit RST qui me dit ah bon, on va s'amuser, hein, ce sera pas toujours finaux, ce sera souvent maladroit, mais on va s'amuser. Et quand je pense à Moffat, bah, elle fait ouais, ouais, moi je vais vous montrer que je suis meilleur que tout le monde. Donc c'est un peu comme ça que je C'est les, pas je les faux. visualise, même si bah, je reconnais que Moffat a des qualités aussi. Après, bon, bah, je dois reconnaître que s'il y a quelque chose à saluer dans son œuvre, plus particulièrement dans Doctor Who, bah, c'est les discours qu'il est capable de faire. Que ce soit Capaldi ou que ce soit Matt Smith, il y avait des moments de gloire absolue quand il s'adressait à ses ennemis ou même à des alliés pour leur faire entendre raison. Et pas que lui, en fait. Moi, je me souviens de l'épisode, bah, je crois que c'est les Rings of Akaten, quand Matt Smith parle à une espèce de manifestation solaire qui va bouffer toute une planète et sacrifier une petite fille. Et c'est voilà, dans la série des, j'oublie le nom des compagnons. Clara, du coup? Clara, Merci, Clara Oswin. j'avais vraiment avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal, pas réussi à l'apprécier. Moi, j'ai beaucoup aimé Clara et elle, à un moment,
le docteur dans cette scène n'a littéralement plus de force et il a plus de force de tenir tête et de discourir, ce qui est un comble, face à l'ennemi qui est face à lui et Clara prend le relais d'une manière tout autre et j'ai trouvé que donc il y a des moments comme ça où, Moffat, il a une âme et il réussit à la transmettre. Malgré tout, il y a aussi des moments où il la perd et je sais pas s'il en avait beaucoup pour l'épisode 3 de la nouvelle saison 1 qui était vraiment une catastrophe. Bon, dans le cadre de l'épisode qu'ils occupent aujourd'hui, c'était plus que regardable. On va y venir justement, ouais. Moi, je trouve que Moffat est un incroyable créateur de concepts. Ça, c'est clair et net. Dans Doctor Who, il nous a proposé des choses, des ennemis qui sont devenus emblématiques. On pense évidemment aux anges pleureurs, mais pas Ouais. que. Et c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à renouveler le coffre à jouer de Doctor Who d'une certaine manière. C'est juste que en gros, il y a des gens, quand ils font une coupe glacée, ils mettent juste quelques boules et le petit gâteau, et c'est suffisant. Lui, je pense qu'il a rajouté du topping chocolat, il met des M&M's, le petit parapluie, et en fait, ça, encore dans cet épisode, on le voit, je trouve, c'est que effectivement, c'est trop, quoi. Boom, le concept est génial, c'est une espèce de huis clos dans un désert, donc une espèce de huis clos mais complètement ouvert où le docteur ne peut pas bouger, alors que cette incarnation en particulier est un personnage qui ne fait que bouger. Donc le principe de base est génial. Par contre, l'exécution et tout voilà, la manière dont c'est fait et tout ce qui rajoute par-dessus ça, ça tombe un peu, ça tombe à plat complètement, quoi. Et en plus de ça, il a vraiment un truc, mais bon, ça à la limite, il faut accepter que Doctor Who soit aussi construite un peu comme ça. C'est pas le ta gueule c'est magique, c'est ta gueule c'est temporel ou c'est technologique. Et puis voilà, et c'est vrai que là aussi dans cet épisode de Noël, on y reviendra, il y a vraiment ce côté de ok, il faut vraiment mettre sa suspension d'incrédulité très très haut pour apprécier les choses parce que de toute façon il y aura pas d'explication et puis c'est comme ça, quoi. D'ailleurs, Voilà, il y a le même lien entre Boom et cet épisode. complètement, ouais. Ouais. C'est assez curieux d'ailleurs qu'il fasse revenir Ouais. ce sujet. Enfin, tu parles de Villain en particulier. Exactement, ce Ouais. ressort-là, c'est... Des hologrammes, des Ouais. personnages qui se digitalisent, enfin qui se numérisent. Ouais, c'est peut-être que ça a une espèce de portée un peu moderne pour lui de se dire qu'on met notre conscience sur un truc numérique. Je sais pas, mais bon. Donc voilà, je pense que Moffat est très bon pour donner des idées, mais après, il faudrait qu'il donne Ouais. ça à des scénaristes, je pense, qui pourraient écrire les choses bien, quoi. Mais c'est vrai que pour Halloween, j'avais revu, pour nos watchlist spéciales, j'avais revu du coup l'épisode qui introduit les anges pleureurs. Bon, il est quand même vraiment, c'est un classique, quoi, maintenant, cet épisode, hein. Il est très très cool. Vraiment, il y a tout, quoi. Il y a un ennemi emblématique, il y a ce rapport avec les voyages dans le temps, ces boucles, Ouais, il enfin, est très bien cet épisode. ouais, il y a une espèce d'épure qui est très chouette, quoi. Ok, eh bien écoutez, on a fait un petit peu le tour de votre background et la manière dont vous... Un petit peu, oui, je crois qu'on est déjà... Ouais, mais moi j'aime bien effectivement quand on reçoit de nouvelles personnes dans l'émission, aborder un peu leur rapport avec la thématique qu'on va aborder. D'autant plus que là on va parler que d'un épisode, donc voilà. Parlons justement de cet épisode Joy to the World. Doctor Who a une grande tradition des épisodes spéciaux, hein, si vous ne le savez pas, et en particulier des épisodes spéciaux de Noël qui sont une institution en Angleterre. Et la série n'hésite pas d'ailleurs à s'approprier certaines histoires ou figures emblématiques de cette fin d'année, comme les écrits de Charles Dickens ou même carrément le Père Noël. Ces épisodes sont parfois anecdotiques dans la grande trame narrative de la série, parfois au contraire tout à fait cruciaux. Ils assurent d'ailleurs régulièrement la transition d'une actrice à l'autre dans le rôle du docteur. Donc, cet épisode, dans quelle catégorie on va le mettre? Est-ce que c'est un épisode anecdotique ou est-ce que c'est un épisode crucial? Qu'est-ce que vous avez pensé? Ça y est, on va en parler de cet épisode. Marie-Paul, vas-y, je t'en prie, lance-toi. Totalement anecdotique. Je l'ai Allez, revu merci. pour le podcast, mais je t'avoue que je l'aurais pas revu autrement. Ouais. C'était... Non, ça... Alors si, la seule chose intéressante de cet épisode, c'est le docteur se pose pendant un an, dans le même endroit, dans une chambre d'hôtel. Et il se pose et il crée un lien avec une personne qui n'est pas sa partenaire de voyage dans le TARDIS. Il vit comme un être humain à bosser à l'hôtel, à faire avoir des game nights, enfin des soirées jeux avec la réceptionniste de l'hôtel. Et ça, voilà, c'est
pour moi, c'est le seul véritable intérêt de cet épisode. Bon, évidemment, Nicolas Coughlan, c'est cool de l'avoir dans Doctor Who, mais je trouve que c'est vraiment la seule chose intéressante et importante de cet épisode pour moi. Après, bon, ça reste. J'étais super contente de revoir comment il s'appelle, Joel Fry, c'est ça, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Qui a un tout petit rôle, mais j'étais contente de le voir. Ah oui, je le connaissais pas du tout, cet acteur. Du coup, tu l'as vu dans quoi, toi? Trône de fer. Ok, bah écoute, j'avais totalement oublié cet acteur dans Game of Thrones, et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il avait, alors pour le coup, soit il est excellent, soit, je sais pas, il a un jeu qui est un peu particulier, mais je l'ai trouvé un peu maladroit dans son jeu, un petit peu, mais c'est peut-être le personnage. Donc, C'est un peu des deux, je pense, mais ça reste un bon acteur. Dans Game of Thrones, il est quand même différent. Mais il a ce potentiel un peu maladroit, loufoque, qu'on ressent plus dans Doctor Who. J'aimais bien l'idée de cet hôtel du temps, un concept intéressant qui est finalement assez peu exploité, qu'il aurait pu oui. faire un peu, ça aurait pu donner tellement de tellement de choses. Ah bah tu peux faire une série spin-off sur Bah, ce concept. complètement. Donc, j'espère qu'ils le feront pas. En tout cas, pas avec Moffat aux commandes, en tout cas. Et il y a quand même un côté, la musique est chouette, les actrices sont chouettes, voilà. Mais là, moi, la fin m'a mise en colère. Enfin, non. Mais on en parlera après, quoi. Ok. César, de ton côté? Moi, j'ai apprécié cet épisode globalement, mais sans doute parce que j'étais content de retrouver Doctor Who, content de retrouver Ncuti Gatwa, d'avoir ma dose en attendant le prochain fixe dans 3 mois. Surtout après des fêtes qui ont été un petit peu mouvementées de mon côté, donc je voulais un petit moment posé, et c'est en ça que le moment posé, sur lequel Marie-Paul qu'elle vient d'évoquer, j'ai trouvé que c'était le meilleur moment aussi. Je parlais tout à l'heure de sa manière d'être humain, et là on la voit, et en plus ils prennent le temps, hein. Je crois que le moment fait quand même plus de 5 minutes, et on ressent, hein, la volonté de montrer qu'il attend, mais qu'il n'est pas attentiste en fait, qu'il travaille, qu'il réfléchit à la suite, et il profite de ce temps pour nouer une relation, et j'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça réussi. C'est dommage que justement, celle qui a le rôle, entre guillemets, «de compagne» dans cet épisode, il n'a pas ce relationnel avec elle, parce que c'est elle qui va faire le fil rouge. On pourrait voir les choses comme ça. Malgré tout, le concept de l'hôtel, j'ai trouvé ça très bien. Je suis même partant pour le retrouver, alors pas dans un spin-off, mais comme Deus Ex Machina dans un prochain épisode où il se retrouve embêté avec une peine de Tardis ou je sais pas trop quoi. Ce serait une petite référence amusante. Plus amusante que Veilguard, qui là me fait, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, craindre qu'on voit ça un peu plus régulièrement dans la saison 2, et comme Varada Setu, qui était le personnage intégré dans Ouais. l'épisode Boom, bon, je peux spoiler, Oui, oui, va, oui. va revenir dans la saison 2 Ouais. comme accompagnatrice. Il y a A quand même priori, des... pas dans le même rôle. Non, apparemment, oui, c'est pas le même rôle, ouais. D'accord, oui, ils vont nous refaire une Clara. Oui. Et donc, à voir, quoi. Bon, Mhm. là, le fait que ce soit pas Moffat aux commandes, ça peut être intéressant, on va voir bien. Ouais, je suis assez conscient que c'était un épisode de Noël, et que contrairement à celui de l'année dernière qui avait comme enjeu d'instaurer Ncuti Gatwa comme nouvelle incarnation du personnage, là, pour répondre à la question, oui, c'est un épisode anecdotique, hein. On pouvait pas. Non pas que je veuille imposer ma vision des choses, mais je vois pas comment on peut le voir autrement. Si quelqu'un dans notre entourage dit: «Je pense que c'est le meilleur épisode qu'on ait jamais fait de Doctor Who», il va falloir qu'il me donne des arguments. C'est un épisode, encore une fois, qui est donc peut-être à cause de Moffat, qui veut raconter beaucoup de choses. Il y a l'histoire du docteur, son parcours, vous l'avez un petit peu évoqué. On quitte le docteur à la fin de la saison 1 seul. C'est une des grosses thématiques justement de cette saison 1, de ce docteur qui ne peut pas s'empêcher. Enfin, ça a toujours été une thématique chez Doctor Who, mais là on le remet un peu sur le devant de la scène, ce docteur qui peut pas s'empêcher d'emmener des gens avec lui, et puis qui accepte à la fin de la saison 1 de laisser Ruby Sunday
partir de son propre gré avant potentiellement un drame aussi, parce qu'on sait que malheureusement les compagnons et les compagnes du docteur finissent régulièrement un peu mal. Donc on découvre un docteur qui est un petit peu en après-coup de ça, Un avec petit clin d'œil, ouais. petit clin d'œil, voilà. Des mugs, effectivement, où il a 2 mugs. Au début, il va prendre son café dans cet hôtel et il a 2 mugs parce qu'il est toujours dans cette... voilà, quoi. Et on comprend que dans cet épisode, euh, il va devoir... on va vouloir qu'il évolue dans sa manière de voir Ouais. son relationnel, peut-être dans quelque chose de... Alors, ce qui est marrant, c'est que ce que tu disais, César, c'est que c'est un docteur qui nous est montré plus humain, mais en même temps, on nous fait comprendre dans cet épisode qu'il a besoin d'être encore plus humain quelque part. D'avoir des moments où il se pose, où il discute, ou voilà, quoi, comme... un peu le truc qui revient dans l'épisode, c'est il a pas de chaise dans son Tardis pour Ouais. accueillir quelqu'un et discuter avec lui et se poser, quoi. Effectivement, il a ce docteur a pour l'instant un Tardis immaculé, très vide, avec uniquement un jukebox posé là. Donc il y a déjà ce premier parcours. Il y a le parcours effectivement de l'intrigue générale avec l'hôtel du temps et puis le mystère et les péripéties à résoudre, quoi. Et il y a rajouté par-dessus ça toute cette intrication temporelle, justement, avec le Ouais. fait que du coup, on est plusieurs époques potentielles, mais bon, qui finalement n'est qu'un canevas, une trame de fond pour résoudre un petit peu tout ça, quoi. Donc déjà, ça fait beaucoup, effectivement, et l'aspect positif, c'est que du coup, je trouve qu'on est surpris, peut-être pas toujours dans le bon sens, mais surpris quand justement on fait cette pause dont vous avez parlé, parce qu'elle arrive à un petit moment un petit peu clé de l'épisode et il y a un twist assez sympathique où on comprend que en effet le docteur est bloqué, et ce qu'on nous a fait souvent, hein, le docteur, il y a certains épisodes où il va passer des milliers d'années au même Ouais. endroit, et ça va durer Ouais. le temps d'un épisode. Donc en plus d'être un être qui effectivement est très très vieux, il est encore plus vieux que tout ce qu'on peut imaginer. Ça, le coup de la pause justement qui intervient après, entre 2 moments clés, il y a un petit côté, cliffhanger en fait, Ouais. vous auriez pu avoir, ce moment à la fin d'un épisode et retrouver la suite dans un autre et je trouvais que ça bon, on va pas se répéter, mais c'était le meilleur moment et Mm. aussi mais aussi d'un point de vue d'écriture en fait. S'autoriser une pause, une césure pour le docteur, c'était vraiment bienvenu. Ouais, complètement, ouais, effectivement. Et je trouve que moi, c'est un des reproches que je faisais à la saison 1, c'est que Ch'Tigatois est un très très bon acteur, et on sent qu'il se repose beaucoup sur sa capacité à exprimer des émotions qui sont très diverses, autant dans la joie que dans la tristesse. C'est un acteur qui notamment pleure facilement, en tout cas j'ai l'impression. Mm. Enfin, il est capable de ça, quoi. Donc du coup, on lui donne souvent à jouer des scènes où il va exprimer ça, ce qui est cool. Mais moi, j'avais trouvé qu'en saison 1, on ne partageait pas les émotions du docteur. C'est-à-dire qu'il y avait pas, la construction n'était pas suffisante pour nous faire ressentir ce que le docteur ressentait, quoi. Et l'épisode commence exactement de la même manière, avec cette frustration-là que j'ai eue, que le docteur commence son enquête, et assez rapidement, on va comprendre qu'en fait, il y a un enjeu autour d'une mallette qui passe d'une personne à une autre, et qu'à chaque fois qu'elle passe d'une personne à une autre, la personne précédente meurt, se dissout dans une espèce de poudre d'étincelles, comme ça. Et donc, à un moment donné, le docteur est confronté à l'imminence de la disparition d'une de ces personnes et va essayer de le retenir d'une manière, par un discours. On nous présente une scène qui est censée être émouvante, sauf que à aucun moment, nous, on est ému parce qu'on ne connaît pas du tout cette personne. Enfin, on l'a vu deux fois, et puis voilà. On nous refait le même coup avec, du coup, le personnage, en effet, qui est incarné par Joel Fry, Trèves. Mm. Idem, en fait, on a beaucoup de mal à ressentir une émotion. Et il faut attendre, du coup, ce petit passage, cette pause, et l'arrivée, du coup, du personnage d'Anita Bent, donc la gérante de l'hôtel dans lequel le docteur se retrouve coincé, qui est incarné par Steph Devalley, pour justement, enfin, communier quelque part avec le docteur sur l'émotion qu'il peut ressentir, notamment au moment où il part. Est-ce que, comme moi, vous avez un peu ce ressenti vis-à-vis de cette espèce de truc qu'on essaie de nous transmettre vis-à-vis du jeu de Gatois, mais aussi vis-à-vis de peut-être le côté émotionnel que peut avoir ce docteur, et qui, souvent, pour l'instant, nous laisse un peu de côté? Bah oui, en tout cas, dans cet épisode, c'est très flagrant. On n'a pas du tout le temps de s'attacher au perso parce qu'en fait, ça va tellement vite.
et comme tu disais, il y a énormément d'éléments qui sont... C'est même pas 1 heure d'épisode, donc Moffat, il a encore voulu rajouter de la banane par-dessus son chocolat fondu et sa glace, quoi. Et de fait, on n'a pas du tout le temps de s'attacher à ces persos, même si on aime bien les... Moi j'aime bien Joel Fry, mais bon, quand il trépasse, t'as pas le temps de t'y attacher. Alors bon, effectivement, est-ce que ouais, le docteur a plus d'émotions que nous au final? C'est vrai que c'est un peu surprenant. Après, c'est pas le premier docteur à pleurer, hein. David Tennant, il passait son temps à pleurer aussi, et c'était un truc que les gens lui reprochaient régulièrement. Et ouais, c'est surprenant et pas surprenant, c'est-à-dire que le docteur, eh ben, il est quand même très âgé par rapport à nous. C'est quelqu'un qui a vu des génocides, des disparitions de planètes entières, de populations, etc. Ça me surprend guère qu'il soit... il nous fasse... Ils essayent de l'écrire en faisant preuve de encore plus d'empathie que nous, mais c'est mal amené en réalité. Et comme tu Hmm. dis, on n'a pas le temps de s'attacher aux persos qui disparaissent post-mallette, et je trouve ça dommage. Et le seul, enfin, il y a Anita, effectivement, c'est un peu émouvant de le voir partir, mais on s'y attendait, donc c'est moins émouvant que, par exemple, quand à la résolution, on s'attache un peu plus au personnage de Joy, et de fait au lien qu'elle a avec sa mère, donc tout ce qui est évoqué ensuite. Et je trouve que c'était un peu plus émouvant, ce passage-là, à la fin, par rapport à elle et la résolution de ce qu'elle a, enfin, peut enfin dire au revoir à sa mère, puisqu'elle a perdu sa mère pendant la pandémie de Covid, c'est ce qu'on Ouais. suppose. Et voilà, donc là, ce personnage-là, je trouvais que c'était mieux amené, mais les autres, effectivement, c'était un peu... bon, il est mort, ok, passons à autre chose, quoi. C'est ça. Non, moi, j'ai aucun problème, bien au contraire, hein, avec le fait que effectivement le personnage soit très en lien et en connexion avec ses émotions. Je trouve ça génial, au contraire, quoi. Mais effectivement, en fait, c'est surprenant de voir que, en général, quand des personnages sont dans cet état-là, c'est qu'on essaye de nous, spectateurs aussi, nous embarquer dans cet état-là. Et finalement, peut-être qu'il faut être habitué aussi avec ce docteur à ce que ça soit une de ces palettes d'émotions, sans forcément que ça soit quelque chose qu'on veuille nous faire ressentir. César, toi, sur ce côté-là émotionnel, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu attrapé sur cet épisode, ou au contraire, justement, t'as été un peu pas particulièrement touché Mis à part la césure, mais que j'ai trouvé intéressante d'un point de vue écriture et Mm. donc pour l'intelligence émotionnelle plus que pour l'émotion en elle-même. Non, je vais pas être en désaccord avec vous sur cet épisode, mais je vais l'être un peu plus sur le reste de la saison 1 parce que j'ai trouvé bah, déjà qu'en 8 épisodes, et notamment 2 où Shutigawa est quasiment absent, bah, on n'a pas encore vu toute la palette que tu évoquais. Donc c'est un personnage en construction et je suis très curieux de voir ce que ça va donner pour Shutigato en saison 2. Mais je me dis aussi qu'il y a des moments, moi, qui m'ont saisi, alors peut-être pas pris à la gorge comme à l'époque Tenants, mais c'est Dot and Bubble, je crois que l'épisode où sur les réseaux sociaux, là, la toute fin Oui. où il explose d'une colère ahurie face à la compréhension de pourquoi il est rejeté par le groupe qui lui vient de sauver. Hem, je sais que j'ai vu des gens en disant que c'était jusqu'au boutiste et cetera, mais en même temps, bon, le sujet, qu'il occupe dans cet épisode, en plus, c'est nouveau pour lui, donc il y a une manière de réaliser les choses qui est certainement, peut-être pas, parfaitement écrite, mais en tous les cas, je trouvais que Ncuti réussissait à véhiculer ce qu'on lui demandait. Mm. Peut-être mieux que ce qu'on lui a servi dans le script, en fait. Il est pas sans doute pas capable de faire ça partout. Après, l'émotion dans le reste du script qui ne concerne pas directement le docteur, oui, effectivement, à voir. J'étais, quand même assez, satisfait moi de ce que pouvaient, donner les autres personnages, que ce soit Ruby ou même les personnages de passage comme Rogue. Ils arrivaient, je demande pas à ce que ce soit uniquement des larmes ou de la tristesse, mais bah, qu'on ressente via le jeu des acteurs de l'émotion, et là-dessus, je peux pas dire que je sois déçu, quoi. Après bon, quand ça touche des personnages fonctions, qui vont apparaître 30 secondes à l'écran, je me pose même pas la question parce que, en plus, c'est pas que pour mettre ça sur le dos de Moffat parce qu'il est arrivé, très régulièrement Mm. à Russell T Davies d'user des mêmes, retors, mais
on sera à leur place face à une statue qu'on doit forger et on sait qu'on doit réussir la tête et les cheveux. Est-ce qu'on va vraiment accorder un peu de détail avec les pieds, qu'on on va faire un orteil et on va couvrir les autres, quoi? C'est l'épisode des comparaisons artistiques. Ce que je trouvais intéressant aussi, et donc vraiment, enfin, je pense que j'ai l'impression que c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est un épisode de Noël. En effet, il a tout le décorum de l'épisode de Noël, puisque l'hôtel du temps dans lequel se passe l'épisode est en pleine promotion le soir de Noël, partout en même temps. C'est un peu ça leur baseline pour cette promotion de Noël. On a un joli arbre de Noël. On est à la période de Noël, donc même dans les endroits où les gens vont, voilà quoi, il y a le décorum qui va bien. Et en même temps, on vient de le voir en discutant là, ce qu'on retient, c'est cette parenthèse. Et en fait, cette parenthèse, en vous en entendant parler, elle me paraît d'autant plus intéressante. Et je trouve qu'ils n'ont pas finalement été assez loin avec. C'est que elle opère une espèce de retournement de situation qui est intéressant dans le sens où, d'habitude, le docteur prend quelqu'un, l'emmène avec lui dans le TARDIS, qui est cette zone un peu close mais qui voyage un peu partout, et c'est le docteur qui va aider une personne de l'extérieur et grâce à ses aventures. Et là on est vraiment dans une inversion totale, puisque c'est le docteur qui se retrouve être le compagnon quelque part d'Anita dans une zone tout aussi close mais qui elle pour le coup ne bouge pas, puisque autant géographiquement que temporellement c'est un petit hôtel qui ne bouge pas. Je trouve que finalement, en le revoyant une deuxième fois, là, vraiment le parallèle m'a sauté aux yeux évidemment, mais je trouve qu'ils n'ont pas été, il n'est pas non plus autant fort, enfin aussi fort qu'il aurait pu être, même si du coup, je trouve qu'il est intéressant dans, en effet, voilà quoi, ce qu'on essaie de nous faire comprendre de l'évolution que le docteur va avoir dans la prochaine saison et de son besoin de connecter et d'avoir quelqu'un avec qui partager ses aventures, quoi. Donc, Oui, puis moi, ce que j'ai interprété, enfin, en surcouche, je trouve que le docteur, alors évidemment, l'avenir de la galaxie, de l'univers est en jeu, donc comme toujours. c'est peut-être facile pour lui d'accepter sa position facilement, mais la résilience est très spontanée, en fait. Bon, ok, je dois attendre un an, bon, bah, je dois trouver un boulot, oh, bah, je vais rester ici, et là, pour le coup, c'est extrêmement facile, mais c'est extrêmement docteur de le voir réagir comme ça. Essayons de joindre l'utile à l'agréable et bah, dans pile un an, je reprendrai le boulot, c'est pas tant des vacances que ça, mais de son point de vue, si, un peu, en fait. Ouais, et c'est marrant parce que regardez, on parle vraiment que de ça depuis qu'on évoque l'épisode. On parle assez peu de l'enjeu véritable de cet épisode, en réalité, il Ouais, y a une étoile qui est en train de naître dans cette mallette, et il faut qu'elle aille, c'est ça. elle utilise cet hôtel du temps pour pouvoir aller être placée au bon endroit par le biais de la chair, puisque la chair va s'élever. Enfin, comment non, j'ai plus la phrase qui répète en boucle. La graine va Ouais, germer c'est et il y en ça. a, il y a une autre portion. La chair va flétrir et la graine va germer. Ça va être c'est un peu une métaphore comme ça. Et au final, c'est ça qui est le plot principal de l'épisode. Et pourtant, on se concentre vraiment sur le côté posé du docteur. C'est marrant d'être... voilà, on voit bien que ce plot-là fonctionne, est devenu au final le plot B. Mais parce que justement, on est tellement habitué justement à ce qui sauve Ouais. l'univers que bah, ça, c'est littéralement un lundi, un mardi, un mercredi, bon, peut-être pas le jeudi, mais c'est le reste de son temps, donc pourquoi pas. Ouais, mais pourtant, l'enjeu est hyper important. Ouais, et par contre, la perception des quelques nouvelles personnes qui entreraient, bon, c'est pas toujours le meilleur point d'entrée en specials, mais qui arriveraient surtout sur une plateforme, mais qui arriveraient en cours de route, ouais, je me demande comment s'ils embarqueraient aussi facilement, justement. Ouais, c'est une bonne question, effectivement. Après l'épisode, et justement, pourquoi on s'y intéresse peut-être un petit peu moins à cette trame qui est censée être l'histoire de l'épisode, c'est qu'elle est aussi très linéaire finalement. Étrangement, puisque du coup, on nous présente en effet un hôtel du temps dont il est possible d'explorer maintes époques temporelles, mais finalement, le parcours des personnages dans cet hôtel, il est très linéaire, puisqu'on se rend compte assez vite qui vont aller dans globalement 2 chambres importantes, une au début du temps et l'autre un peu plus loin. On y reviendra pour clore cet épisode. D'ailleurs, dans la thématique ta gueule c'est temporel,
là, il y a un truc que j'ai pas compris, puisque on nous présente l'hôtel du temps comme étant une réponse au fait que dans les chambres d'hôtel, il y a cette porte qui, souvent, est fermée. Si voilà, vous avez l'occasion d'aller dans une chambre d'hôtel, des fois il y a une porte effectivement qui communique soit vers l'autre chambre, soit vers un placard qui est privé ou voilà, pas accessible quand on va dans la chambre. Et en fait, l'hôtel du temps se construit sur cette idée que du coup, elle est utilisée justement par l'hôtel du temps. Sauf qu'en fait, ça tombe à l'eau très vite à partir du moment où on nous présente des époques où il n'y a pas d'hôtel. Oui. Enfin, en tout cas, au moins une, puisque on pourrait imaginer que à la fin de l'épisode, l'endroit où il retrouve la mallette, c'est une espèce d'hôtel. En Une termes, auberge. ouais, enfin, où tu vois, comme ils disent, C'est ils ont une dressé crèche. un hôtel, mais voilà, bon, il y a un truc un peu, puis même la tente, effectivement, on va traverser plusieurs époques comme ça au début qui, on le comprendra, sont un clin d'œil à la résolution finale de l'épisode, et notamment à un moment donné, le docteur va du coup aller rendre visite à des gens qui s'apprêtent à gravir l'Everest, j'imagine pour la première fois. Bon, bah c'est pas un hôtel, quoi, c'est une tente. Mais bon, bref. Et donc, oui, au-delà de ça, en fait, au-delà de ça, c'est très linéaire et c'est assez téléphoné, puisque, en gros, il y a une péripétie, et puis le docteur va la comprendre, et puis il va essayer de ralentir un peu les choses, jusqu'à ce que ce personnage qui, de toute façon, n'était pas du tout prévu pour, bon, ça, à la limite, on peut ne pas le savoir, mais comme devenir une compagne, c'est-à-dire Joy, hein, va elle-même être, du coup, le vecteur de la résolution de l'intrigue. Mais c'est voilà quoi, au-delà de ça en fait il n'y a pas grand chose. Moi ce que j'ai trouvé sympa dans cette partie de l'intrigue mais qui s'efface aussi assez vite, c'est cette espèce de truc un peu holistique. Ça m'a fait vachement penser à Dark Gently, le début, genre ce docteur qui rentre dans son TARDIS, met son manteau, saisit son tournevis sonique sans vraiment savoir pourquoi et qui dit mais pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'ai vu qui a nécessité que tout d'un coup je me mette en action. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Ça s'arrête un petit peu là. Derrière, on est sur une enquête un peu plus classique, on va dire. Mais voilà, quoi, je pense que c'est aussi pour ça qu'on retient pas forcément énormément cette trame. Oui, il y a plein de trucs sacrifiables hein, dans l'appréciation globale, et à commencer par le paradoxe de milieu d'épisode, justement, avec l'histoire du code, où en gros, on te fait comprendre que on s'en fout, c'est un item, c'est pas un pilier qu'on peut pas déplacer. Donc, et à la limite, pourquoi pas hein, Oui, Sur le moment, tu dis, bon, j'aime bien quand mes Lego ils sont bien rangés et suivre la notice, mais bon, les Lego, encore une analogie, les Lego, faut pouvoir en faire ce qu'on veut aussi. c'est ça. Et puis de toute façon, Doctor Who, je veux dire, à un moment donné, si t'acceptes pas qu'à un moment donné, on te dise, alors il y a des points fixes dans le temps qu'on ne peut pas changer, et puis dans 2 épisodes, bah en fait, j'ai changé les choses, c'est pas grave, ça va créer un paradoxe, mais voilà. Arrête la série tout de suite parce que en effet tu vas te flinguer quoi. Ouais. Mais là oui c'était joli, il y avait un truc, d'ailleurs il le dit et ça je trouve ça rigolo, c'est de dire oui bah écoute le code basiquement il vient de nulle part. Mais l'univers aussi, donc tout le monde est content. Ok. Et pourtant, cette fin. Exactement, venons-en à ça. Et pourtant, cette fin, alors, Joy to the World, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le titre d'une chanson de Noël un peu classique qui a été reprise maintes et maintes fois par plein d'artistes différents. Oui, je vous le dis tout de suite, Mariah Carey a fait une version de Joy to the World. Vous pouvez aller écouter ça si vous voulez. Donc voilà, on est de toute façon dans ce truc un peu de Noël, etc. Et on comprend dans l'épisode qu'on est dans une ambiance Noël, c'est le jour de Noël, c'est voilà tout ça. Mais Stephen Moffat, il nous avait réservé une petite surprise parce que c'était pas assez subtil d'être le jour de Noël et il fallait en rajouter quelque chose. Et bouchez-vous les oreilles si vous nous écoutez et que vous n'avez pas regardé l'épisode, parce que je vais le dire, voilà, tout simplement, je vais spoiler. On se rend compte que Joy donc résout l'intrigue de la naissance de cette étoile en fusionnant avec elle quelque part et en l'emmenant du coup dans l'espace pour qu'elle explose en dehors de la Terre et pour créer une nouvelle étoile dans le ciel. Cette étoile étant tout simplement l'étoile du berger, l'étoile qui va nous amener, et c'est le tableau final ou presque, à un panorama sur la ville de Bethléem et donc la naissance du Christ. Vous avez pensé quoi de ça? J'ai crié. Moi, je suis agnostique, donc voilà. Donc, c'était juste pas possible en réalité de finir. Enfin, déjà, de faire un lien avec la religion chrétienne dans Doctor Who de cette manière-là. J'étais un peu what? Bon, il y a eu des choses, il y a plein de
plein de cultures et de religions qui sont évoquées au fil des saisons de Doctor Who. Mais finir là-dessus, moi, ça m'a fait bien chier en fait, parce que Noël, c'est pas juste la naissance du Christ, pardon, hein, mais il y a des gens qui ne fêtent pas Noël, il y a des gens qui célèbrent Yule, il y a des gens qui célèbrent Hanouka, enfin, il y a plein de religions. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête à ce truc-là en fait, alors que il y avait tellement de manières beaucoup plus fines et malignes de conclure la naissance de cette étoile qui est l'étoile polaire, en plus, qui est quand même la première étoile à voir dans le ciel en général, qui brille le plus. Enfin, il y a tellement d'autres manières d'amener ça que de nous montrer les chameaux ou dromadaires, pardon, j'ai oublié, désolé les animaux, des rois mages avant de faire un zoom out et de voir Bethléem et avec ce 0001 indiquant le nouveau calendrier post-Jésus-Christ. Enfin voilà, non, moi ça m'a fumé et j'étais autant je trouvais l'épisode plutôt voilà, pour moi l'épisode de Doctor Who c'est le meilleur moment de Noël, hein. C'est toujours voilà le moment de la journée qui est un peu la lumière et c'était chouette cette métaphore de lumière d'étoile qui va naître et paf. Voilà, ils m'ont tué et j'étais trop en colère et du coup je suis super déçue de cette fin là. Je peux comprendre pourquoi il a fait ça, mais je suis pas d'accord. Petit point culture G d'ailleurs, il y a enfin moi-même hein, je confonds les choses, mais il y a l'étoile polaire d'un côté et l'étoile du berger de l'autre, et il faut savoir que du coup l'étoile du berger c'est même pas une étoile, c'est une planète puisque c'est Vénus, voilà. C'est Ouais. Vénus. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on imagine que c'est l'étoile polaire là dont il imagine la création. César, toi de ton côté, ce côté un peu les deux pieds dedans à la fin, t'en as pensé quoi? Alors, juste pour surfer sur ce que tu dis là, bon, oui, on n'est pas à une approximation près, et puis de toute façon, il le dit pas, donc c'est plus simple. Et puis, si tu vas par là, le calendrier grégorien, en fait, l'Église catholique s'est rendu compte qu'ils avaient fait une erreur de quelques Ouais. années. Donc, tu vois, on peut même ce genre de choses dans l'écriture et dans une écriture à Doctor Who, on pardonne les paradoxes. On peut se dire que, allez, on met les quelques cendres qui dépassent sous le tapis, on s'en fout, quoi. Ça, je peux l'entendre. Et je peux moi-même entendre le lien, avec, bah, cette histoire assez connue, à partir du moment où, bah, ça a un référent culturel, tu vois? Moi aussi, en tant que, profond athée, je me dis, la première réaction, c'était: «Ah OK, bon», après je la voyais venir, et pas à cause du titre, mais à cause de l'imagerie, quand il tombe sur un mur et tu dis: «OK, 25 décembre, Mm. qu'est-ce qu'il y a? Quel est le truc de Noël? Ah, bon». Et en fait, je pense que j'ai pas trouvé ça, là encore, hein, c'est Moffat qui, tu sais, qui sirote son petit lait de poule en disant: «Ils vont voir, ils vont voir», alors que, bah, on savait où il allait, heu, pour beaucoup, je pense. Et je me fais juste la réflexion que c'est acceptable dans le sens où, voilà, c'est un référent culturel, on a parlé de Noël, on a vu le Père Noël dans un specials, on a vu plein de choses, culturelles. Je saute pas au plafond, ça, mon athéisme primaire a envie de bondir, mais admettons. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est effectivement, bah, c'est ce que j'ai dit, c'est Moffat qui dit: «Je vais faire un épisode sur que ça et ils vont le comprendre qu'à la dernière seconde». Bon, voilà, tout ça pour ça, c'est Ouais, amusant. on Tu l'a t'es bien vu venir quand même, mais Voilà, oui, mais il s'est amusé, le Steven, rendez-vous au prochain épisode, et là, tu pas intérêt à te louper parce que si tu fais un épisode de la saison prochaine, bah, là, tu en il y a Dracula qui est passé entre-temps, hein, bonhomme, hein. Donc rappelle-toi que tu plus en odeur de sainteté, et bouge-toi un peu le cul pour livrer quelque chose bah, qui émerveille. Il en était capable, donc Mm. voilà, je avec je disais au début de l'épisode, qu'on enregistre là, que je dirais, mon avis à la fin, bah, c'est plutôt moyen moins, puisque bon, bah, on a dit, hein, c'est quand même, très anecdotique, hein, tout ce qu'on a vu. Mais bon, je vais pas tirer au fusil dessus, je vais tirer au pistolet à eau. Ok.
Effectivement, ce plan quasi final, c'est la dose de chantilly sur la glace dont on parlait tout à l'heure, quoi. C'est Et le là, il a truc. mis des marshmallows, il les a fait cramer avec un lance-flamme, et puis il te met des petits copeaux par-dessus. Tu veux de la noix de pécan? Je te mets de la noix de pécan. Attends. C'est ça, et à la fin, il te la prend et il te la met vraiment bien dans le visage, tu vois. Donc oui, c'était absolument pas utile et vraiment en mode ok, merci, j'avais pas compris. Par contre, enfin oui, voilà. Et j'ai été par contre assez, je voudrais juste revenir dessus parce que on a un peu cette conclusion sur la fin et on comprend en effet ce rapport au Covid, notamment qui est évoqué un peu plus tôt dans l'épisode, puisqu'on comprend que Joy, si elle a été se réfugier dans un hôtel, c'est qu'elle déteste Noël, puisqu'en fait elle a perdu sa maman le soir de Noël et dans des conditions très clairement celles du Covid où elle a fait partie, la maman de Joy a fait partie de ces personnes qui malheureusement sont décédées du Covid hospitalisées dans ce contexte où les proches ne pouvaient pas leur rendre visite, ce qui était quand même assez dramatique. Je dois dire que j'ai trouvé ça à la fois très bienvenu quelque part, j'ai trouvé ça très violent quelque part, et en même temps très cathartique et très bien vu d'adresser cet épisode quand même récent et dramatique, qui concerne beaucoup de gens, d'avoir perdu un proche et potentiellement dans les plus âgés, mais pas toujours. Dans ces conditions-là. Et moi, j'avoue que là, par contre, en termes d'émotion, il m'a chopé parce que, en effet, voilà, on peut s'identifier à ça et la fin est très jolie de ce côté-là, de cette lumière qui, du coup, tout d'un coup, va effectivement apporter de l'espoir et va un peu réchauffer les cœurs et va passer un peu comme ça, comme la lumière des fêtes de fin d'année, mais qui peut nous rassembler et nous rapprocher de nos proches. Ça, j'ai trouvé que le message était chouette, même un peu cucu, mais voilà, quoi, il est toujours bienvenu, surtout dans les temps qui courent. J'ai plutôt apprécié effectivement le fait qu'on ait ce petit truc-là, surtout en effet qu'il était adressé dans l'épisode comme étant un trauma du personnage. Après, pour revenir sur la scène finale et ce fait que finalement, du coup, cette étoile, c'est Joy et tout ça, il y a vraiment ce truc de on va faire, ça c'est Moffat quoi, on va faire que Doctor Who en fait est dans la vraie vie, il est présent partout et tout en rapport avec Doctor Who. Enfin, c'était déjà quelque part, on le citait tout à l'heure, ce qu'il faisait avec les anges pleureurs, avec ce côté de à la fin de l'épisode, regardez autour de vous, chaque statue est en fait un ange pleureur. Et là, il y a vraiment ce truc aussi de se dire, regardez par la fenêtre et l'étoile que vous voyez, bah voilà, vous avez pensé à Doctor Who quand vous avez regardé cette étoile. Non. Donc voilà, c'est vraiment ce Non, truc. non. Non, mais je pense Non. que tu vois, il a un truc un peu comme ça, Moffat, d'ancrer aussi espèce de truc un peu dans le monde réel. Et là, il l'a fait à une échelle, genre vraiment, c'est l'espèce de truc, c'est tellement too much que c'en est effectivement ubuesque et grotesque, quoi. Je voulais juste rebondir une seconde sur ce que tu disais sur le Covid. Je trouve ça c'est bien et important. Parce qu'en fait, il y a très peu d'œuvres qui traitent encore aujourd'hui, on a quand même en 2025, donc c'est quand même à 5 ans. Il y en a, hein, il y a des séries, The Good Fight par exemple a fait quelques épisodes hyper poignants, hyper intéressants sur le sujet, sur le Covid et le trauma qu'a représenté cette épidémie, cette maladie, la perte des proches, et c'est pour beaucoup, la période de Noël est une période joyeuse et permet de se rapprocher de ses proches. C'est aussi une période très violente. Oui, pour beaucoup de complètement, ouais. raisons. C'est une période d'isolement aussi. C'est une période qui... plein de gens qui ne peuvent pas faire famille non plus ou qui n'ont pas de famille. Enfin voilà. Et moi, je trouvais que c'était une jolie manière de effectivement résoudre le trauma du personnage de Joy, qu'elle devienne cette étoile et qu'elle puisse réchauffer le cœur de sa mère qui est en train de mourir. Enfin voilà, moi j'ai perdu ma mère dans des circonstances. Ma mère est décédée à plusieurs années maintenant. On n'était pas là au moment de son décès, mais on a pu l'accompagner dans sa fin de vie, et c'est quelque chose qui est important, je pense, pour les personnes qui restent, effectivement, pour faire son deuil, et c'était vraiment un joli moment, quoi. Là, c'est le moment émotion qu'il a réussi à faire, et moi, j'aimerais voir plus d'œuvres traitant, effectivement, de la période Covid et de tout ce que ça
tout ce que ça a engendré, quoi. Tout ce qui s'est passé, et sans rentrer dans les détails, mais je trouve que c'est important de parler de cette période qui a été traumatisante pour énormément de gens, quoi. Je fais très court. Moi, c'est étrange parce que autant je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fait que c'est bien d'intégrer cette période parce que bon, bah, c'est quand même le marqueur sociétal le plus important de ces dernières années, en dehors des élections et de plein d'autres trucs badants. Mais, moi, j'ai pas été saisi en fait. Et j'ai été Mm. également dans une situation similaire, hein, sans iPad. Mais, Mm. sans doute parce que j'ai une perception personnelle qui fait que il y a peut-être une levée de bouclier, mais j'ai trouvé que c'est même pas que c'était facile, mais que c'était voilà, que ça arrivait là pour apporter une petite note positive sur l'histoire de Mm. Joy et sa mère et qu'on passe à autre chose et que bon allez, bientôt la saison 2. Voilà, j'ai trouvé ça. Mais comme tout le reste de l'épisode, tout est expédié hyper rapidement au final, même le temps d'années de docteur qui se pose, Mm. il y a trop d'éléments dans cet épisode et il en aurait enlevé la moitié et on aurait été beaucoup plus satisfait parce qu'il aurait pu s'attarder sur beaucoup plus de points, quoi. Ouais, complètement, ouais. Je nous invite tranquillement à nous diriger vers la fin de cet épisode, justement, en niveau de vos attentes pour la saison 2, rapidement. Qu'est-ce que vous avez envie de retrouver dans Doctor Who, de ne pas retrouver? Enfin, quelles sont un peu vos attentes pour cette future saison? Je l'ai évoqué tout à l'heure, donc je fais très vite. C'est un peu de retour de foreshadowing, un peu plus de développement pour Ncuti et ses compagnons, parce je l'ai pas dit tout à l'heure, mais Ruby Mm. Sunday était un très bon compagnon. Voilà, si c'est la suite de la saison 1 avec un peu plus de caractère development, moi je suis preneur et un peu plus de lore, je vais pas être trop demandeur et un peu moins de Moffat. Plus de nouveaux auteurs, plus de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices, parce que là, typiquement, l'épisode, dont je parlais tout à l'heure, Dot and Bubble, c'est Dylan Holmes, si je me rappelle bien, qui avait fait aussi, celui, où, Ruby est toute seule avec les 73 Oui. yards de différence là, et le duo Des d'autrices meilleurs qui a fait épisodes, ouais. Rogue, qui était mon épisode préféré aussi, donc Mm. vraiment, nouvelle garde, allez-y, faites rentrer des nouvelles personnes qui auront, enfin, fait plein de fanfiction dans leur tête au cours des années, précédentes et qui là, Mm. seront ravis de faire un truc, de donner tout ce qu'ils ont dans le cœur et dans les tripes, allez-y quoi. Oui, et puis Russell T Davies, il va pas non plus repartir pour 10 ans, donc il faut qu'il y ait des gens qui puissent reprendre le projet dans les 3 prochaines années, je pense, hein, globalement. Donc clairement, vive effectivement Ou les... même avant, Ou hein. même avant, oui. Marie-Paul, de ton côté, toi, t'as des attentes? Même avec César. Ça marche. Eh ben ouais, on verra ça. On sera là effectivement pour regarder ça avec plaisir. Ça va être une nouvelle saison, une nouvelle campagne, même si on va encore retrouver quand même a priori Ruby Sunday à quelques occasions. Et puis tout un tas de petits cailloux qui ont été déposés sur le chemin du docteur qui, on l'espère en effet, vont permettre de nous amener à des plots intéressants et toujours plus rafraîchissants aussi, je pense, thématiquement et en termes de rapport avec notre société moderne. Je pense que c'est un truc qu'ils ont réussi à faire aussi en saison 1, rapporter de la modernité dans les thématiques, donc continuons dans cette lancée. Je viens de me rappeler un truc, une envie, plus de Murray Gold flamboyant. Donc le Ouais. compositeur de... Oui, Parce oui. que il faut que je fasse un point Murray Gold à chaque épisode. Je m'arrête là. Le compositeur, c'est extraordinaire ce qu'il fait. C'était bien ce qu'il a fait en saison 1. Bah, je veux maintenant qu'il ait les coups des franches et qu'il nous fasse une symphonie. Je suis d'accord. Le score même de cet épisode de Noël était un des points positifs. En tout cas, vous l'aurez compris, on est plutôt mitigé vis-à-vis de cet épisode qui, s'il s'ancre parfaitement dans ce qu'on peut attendre quelque part d'un one-shot un peu festif de Noël, souffre d'un problème de rythme, de découpage, en tout cas entre des moments très intéressants, très sympathiques et d'autres vraiment plus anecdotiques, et d'une résolution qu'il faut mieux accepter les yeux fermés sous peine d'être laissé à la porte, si vous me permettez ce petit trait d'humour. Pour conclure ce podcast, je me tourne vers vous, Marie-Paul, César. Quelle va être votre actualité en ce début d'année 2025? C'est quoi les projets de podcast ou autres dans des mois à venir, Marie-Paul, de ton côté? En podcast, on continue tous les 15 jours un live Twitch, ensuite un podcast du coin lecture avec Manu Coré et des invités quand il y a des personnes dispo dans lesquelles on parle de livres.
Voilà. Et on fera un cadran pop dédié au film Section 31 de Star Trek à la fin du mois de janvier. Donc voilà, et j'espère enfin pouvoir lancer mon projet de podcast pour lequel j'ai rejoint Brodus Tracks l'année dernière. Ça a été un peu long à se mettre en place, mais ça sera lié à la bande dessinée, puisque mon cœur de métier est la bande dessinée. Donc voilà. À l'occasion du festival d'Angoulême, donc qui est le festival international de la bande dessinée en France, qui a lieu à la fin du mois, on devrait lancer les premiers épisodes. Ok, trop bien. Super nouvelle, écoute. Vous l'aurez entendu ici en premier. Avant même là, j'ai Bonus Tracks qui est en retard. Alors, t'excuses pas pour le retard de ton épisode parce que nous, on a mis 6 mois à la mettre en place. Donc, t'en fais pas. N'hésitez pas du coup à vous abonner au réseau Bonus Tracks pour retrouver le podcast de Marie-Paul quand il sera disponible. Peut-être que comme ça sera la meilleure manière d'y accéder. Et ensuite, abonnez-vous au réseau de Marie-Paul, évidemment. César, de ton côté, est-ce que ta galaxie de podcasts va venir s'enrichir de nouveaux épisodes à l'avenir ? Alors oui, les 2024 a été assez pauvrette en la matière pour les raisons à la fois familiales, j'ai une petite fille, et professionnelles, mais avec beaucoup de boulot du genre qui font rentrer un peu d'argent, quoi. Mais là, le mois de janvier était un mois d'accalmie et qui permet de réorganiser pas mal de choses. Et là, non seulement j'ai quasiment terminé le montage du 3e épisode sur Dan Harmon dans la partie hommage collatéral. Donc là, il arrivera à fin du mois. On tourne le 17. Je sais pas quand est-ce que tu mets ça en ligne, mais donc ça arrivera dans quelques jours après la diffusion de cet épisode, a priori. Les 2 épisodes qui étaient bloqués jusqu'à présent, pour des raisons variées, avec des indisponibilités d'agenda, vont pouvoir avoir lieu. Il y a un pas trop vieux qui revient sur les livres dont vous êtes les héros. Celui-là, il devait être fait depuis 1 an et demi, mais j'avais un invité qui, après plusieurs relances, vient de déclarer forfait. Donc on va faire un épisode plus simple et ce sera très bien quand même. Et surtout, là, je travaille sur le Panthéon des légendes dédié à Wonder Woman, Trop bien. qui est en cours de conception, de travail, et il est fort probable que ce soit le prochain épisode à venir sur le flux d'hommage collatéral. Super, écoute, merci. Merci pour la promo. Merci à vous deux d'avoir été présents pour parler de cet épisode de Doctor Who. Comme je le disais, c'est toujours chouette d'élargir le cercle des gens qui viennent chez Spoilers pour parler de séries, parce que voilà, il y en a de tout type, et donc on a besoin de plus en plus de pouvoir échanger avec des gens qui apprécient tel ou tel univers sériel. On n'a pas tous d'appétence pour tout ce qui se fait. Moi, par exemple, l'horreur, je ne regarderai jamais, par exemple. Donc, je laisse ça à mes camarades. Donc, merci à vous deux pour votre présence et pour avoir parlé de Doctor Who avec moi. Merci à toi, Guillaume. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était super. Je vous invite du coup à retrouver César et Marie-Paul sur leur réseau. Blue Sky, de plus en plus. Oh, voilà, on va partir de ça. Et puis derrière, les flux des podcasts dont on a parlé, Hommage collatéral et le coin pop, puisque aussi bien du coup le coin lecture que le cadran pop sont hébergés sur le flux du coin pop. C'est la fin de cette watchlist consacrée donc à l'épisode Joy to the World de la série Doctor Who, disponible sur Disney+. Je l'ai dit, nous on continuera de parler des épisodes de la série qui revient donc en mars 2025. Et n'hésitez pas à aller écouter nos épisodes sur les 60 ans et la saison 1 qu'on avait enregistré avec Pauline de la chaîne YouTube Pepperpot Teams. Merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoiler sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles. Je suis ému, c'est la première fois que je dis ça en 2025. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie. Voilà, c'est la meilleure manière en 2025 de soutenir le podcast et de le faire remonter dans les algorithmes de recommandation des différentes plateformes. Merci à celles et à ceux qui le font et qui l'ont déjà fait, et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut. Salut. Allez, générique. Bonus Trax. Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek. Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr.
Bonus. Trax.